Alors bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. On commence d'ici 1 à 2 minutes. Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous nous entendez bien dans l'onglet chat, s'il vous plaît? Ok, super. Alors on va pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, le thème de notre webinaire porte sur le décryptage du décret BAX. Donc, il sera présenté par Anthony Sonnet, qui est Energy Manager à Enoptea. Donc, si pendant le webinaire, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet « Questions » en bas à droite de votre écran. Et enfin, une petite présentation d'Enoptea. Donc, Enoptea a été créé en 2014. Et donc, on accompagne les entreprises, les collectivités dans leur transition énergétique et plus particulièrement dans la réduction de leur consommation énergétique et l'optimisation de leurs coûts. Donc, je vais laisser aussi. Donc, ce webinaire fait partie d'une série qu'on a mis en place qui s'appelle « Engager une transition énergétique efficace pour son entreprise ». Du coup, il s'agit d'une série de 5 webinaires. Et donc, je vais laisser la main à Anthony. Alors, bonjour à tous. Donc, comme l'a présenté Marie, donc Anthony Sonnet, Energy Manager chez Enoptea. Donc, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour le décryptage du décret BAX. Donc, c'est effectivement un décret qui va être assez technique. Donc, on va essayer de le décliner en 5 chapitres. Donc, on fera un avant-propos. On va essayer de cibler qu'est-ce que c'est qu'un BAX, qui sera concerné par ce décret, les aides financières qui pourront y être associées, ainsi que les C2E, et bien sûr l'inspection, puisque le décret impose une inspection du système. On va passer à la slide suivante. Je pense que beaucoup d'entre vous, suite au décret, ont pu voir passer ce calendrier. Donc ce calendrier, si on le décrypte, on peut comprendre qu'en fait ça parle des bâtiments existants et des bâtiments neufs. Donc ce calendrier est paru donc, le 22 juillet au journal officiel. Donc concernant les bâtiments neufs, il était imposé pour tout bâtiment neuf construit d'installer des gestions techniques de bâtiments pour tous les bâtiments qui ont des systèmes dont la puissance nominale utile était supérieure à 290 kW. Et suite à ça, il y a eu des évolutions. Et à partir du 9 avril 2023, il y a eu des modifications, parlant notamment toujours de ces bâtiments neufs donc, qui étaient équipés de systèmes dont la puissance nominale était supérieure à 70 kW. D'installer des GTB. On est passé aussi à une obligation pour les bâtiments existants équipés d'un système dont la puissance nominale utile était supérieure à 290 kW, toujours de mettre en place une gestion technique de bâtiment. Et cette obligation-là deviendra un petit peu plus forte au niveau, donc, à l'horizon du 1er janvier 2027, qui imposera du coup à tous les bâtiments existants ayant une puissance nominale supérieure à 70 kW d'avoir une gestion technique de bâtiment. Je me permets de revenir sur la puissance nominale utile pour que vous puissiez savoir un petit peu vous, si vous êtes soumis au décret ou pas. Donc, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez des systèmes de chauffage qui sont plutôt divers. Pour ceux qui ont des systèmes de thermodynamie, en fait, vous avez la puissance nominale utile qui correspond donc à la valeur la plus élevée entre la puissance calorifique et la puissance frigorifique, qui est déclarée par le constructeur. Donc, vous avez une petite affiche sur ces systèmes-là qui vous indique en fait la puissance installée. Et donc, s'il y a plusieurs machines qui sont installées suivies ou pas, qu'elles se suivent ou pas, en fait, il va falloir considérer ça comme un seul et même bloc et donc additionner les valeurs les plus élevées des puissances. Voilà, ça c'est pour la thermodynamie. C'est le même principe du coup pour tout ce qui est système de chauffage à effet Joule, donc les radiateurs, etc. Vous devez prendre la puissance qui est installée et les additionner à tous les systèmes de chauffage que vous aurez dans votre bâtiment.
Pour les chaudières, même principe. Donc, si elles sont mises en réseau dans un même local, l'ensemble est considéré comme une seule et même chaudière. Donc, la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des chaudières du réseau. Petite différence du coup avec les réseaux de chaleur et de froid, puisque maintenant beaucoup des bâtiments sont raccordés avec des réseaux de chaleur ou de froid. Donc la puissance à considérer est celle de la sous-station ou de la station d'échange, donc c'est la même chose. Dans ce cas, c'est le propriétaire de la sous-station qui doit se charger de l'installation de la BAX. À l'exception bien sûr des cas où la sous-station appartient au gestionnaire du réseau, auquel cas c'est le gestionnaire du réseau qui doit se charger de l'installation de la BAX dans le bâtiment. Donc là, au moins, vous savez à peu près si vous êtes sujet ou pas au décret BAX. On va passer à la slide suivante. J'ai une question de Jamil qui demande « Les systèmes mis en secours doivent-ils être pris en compte ?» Tout système qui rentre dans le chauffage ou le froid ou la ventilation doit être compris dans le calcul, que ce soit en support ou pas. J'enlève ça. Alors, vous m'entendez parler de BAX et de GTB. Donc, en fait, le BAX, donc pour Building Automation and Control System. Donc, en gros, si on le résume un petit peu, ça donne le bâtiment plus sa gestion technique. Ça donne un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Donc, en français, voilà ce que ça donne. Je me permets aussi de faire une petite définition de la GTB. Quelque chose d'assez concis quand même. Donc, c'est un système informatisé connecté à des capteurs et des automates qui permettent de contrôler plusieurs lots techniques d'un bâtiment. Donc, la GTB, elle donne la possibilité de réduire les consommations d'énergie tout en assurant le confort et la santé des occupants. Donc, ça, c'est l'objectif principal. Pour ce faire, des scénarios du bâtiment sont mis en place, mais aussi un suivi énergétique, des fonctions de régulation, d'automatisation sont indispensables. Donc, ça, c'est une vision concise de la gestion technique de bâtiment. On verra qu'il y a énormément de choses qui peuvent être contrôlées et de façons de voir et de classes de GTB. Mais ça, on va le détailler un petit peu plus loin dans la présentation. On va passer à la slide suivante. Je voulais quand même faire un petit aparté aussi sur la GTB et la GTC, parce que je m'aperçois que souvent, en fait, on confond un petit peu les deux. Donc, on a d'un côté la gestion technique de bâtiment, et de l'autre, on a la gestion technique centralisée. Donc, si on fait une vision simple, la GTC, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va gérer qu'un seul lot. Avant, ça s'appelait de la domotique, enfin vulgairement, ça s'appelait un peu de la domotique. Et donc, en fait, la GTC ne va gérer, par exemple, que le lot électricité, par exemple. Alors que la GTB, elle va gérer l'ensemble d'un bâtiment. Et ce qui va se passer, c'est qu'il doit y avoir une communication entre tous ces lots. Donc, électricité, chauffage, climatisation, ventilation, auxiliaire, etc. Même le SSI, les stores, tout ça peuvent être gérés par une gestion technique de bâtiment. Donc, le but, au sens du décret, de mettre en place tout ça, c'est assurer le confort, la santé et la productivité des utilisateurs avec les consommations d'énergie les plus faibles possibles. Donc, en fait, le BAX, pour atteindre ça, il y a des dispositifs de mesure sur le terrain qui transmettent des données à la fonction de régulation. Et donc, en fait, ça analyse et transmet sur des actionneurs. Et donc, ça fait en sorte que le bâtiment consomme moins, en fait. Alors, j'ai une question. Pour la puissance chaudière, on prend la puissance à 50-30 degrés ou 90-70 degrés. Donc, il va falloir, en fait, je pense qu'il va falloir être plus simple que ça. Sur l'étiquette, effectivement, il doit y avoir une puissance utile nominale. Effectivement, il y a des températures qui sont associées. Il faudra prendre la plus élevée, en gros. Il faudra prendre la puissance la plus élevée et les additionner s'il y en a d'autres. Très bien. Et j'ai une seconde question. Si dans un bâtiment, j'ai 250 kWh de chauffage et 250 kWh de climatisation, suis-je assujetti au décret BAX, échéance 2025 ?
Alors, la définition, c'est système de chauffage ou de climatisation. Donc, je pense que de toute façon, en mettant des guillemets, mais de toute façon, je pense que c'est un des deux. C'est système de chauffage ou de climatisation, combiné ou non avec un système de ventilation. Donc, je dirais comme ça que ce serait plus la valeur la plus élevée entre le chauffage ou la climatisation. Très bien. On va passer à la slide 9. Donc, ici, en fait, ce qui est représenté, c'est le schéma de fonctionnement du GTB. Donc, en fait, ce que vous allez retrouver sur une GTB, c'est des capteurs, des actionneurs, des automates. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que sur le capteur, vous allez avoir l'acquisition d'informations destinées au système de traitement des informations. Donc, vous avez des capteurs qui sont installés. Donc, en bas, vous voyez que vous avez les équipements donc de votre bâtiment, que ce soit chauffage, eau chaude sanitaire, ventilation, climatisation, éclairage, production d'énergie et autres auxiliaires. Donc ça, c'est ce qui va équiper votre bâtiment. Ensuite, on va y mettre des capteurs ou des actionneurs. Les actionneurs donc, vont traduire en action un ordre de commande. Et ensuite, vous avez les automates. Vous avez des automates et une interface centrale qui font partie de l'unité locale. Donc tout ça, en fait, sur le terrain, ça va se traduire par des relevés d'informations du type température, ambiance, éclairement, CO2, présence, etc. Donc tout ça, ça va être de l'information qui va être remontée. Au sens, je fais une petite précision là-dessus, au sens du décret, les mesures doivent être par zone fonctionnelle et sur un pas de temps horaire. Donc ça, c'est une notion importante qu'il va falloir indiquer dans l'installation de la GTB. Ces informations sur le terrain sont remontées donc, à une régulation. Les appareils qui collectent des mesures et qui fonctionnent avec les systèmes agissent sur le respect des consignes. Donc, en fait, la régulation, elle va vraiment intervenir du coup sur les températures, la luminosité et le débit. Dès lors que les informations sont remontées, elle peut vérifier la véracité des informations et donc agir dessus. Ensuite, ce qui englobe la totalité, ce sera la gestion technique. Donc, la gestion technique, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va assembler toutes ces informations-là et elle va les traiter. Donc, elle va communiquer, elle va enregistrer, elle va traiter, elle va agir et elle va présenter. Je vais vous donner un petit exemple sur le chauffage, par exemple. Donc, pour le chauffage d'une GTB, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va piloter les chaudières. Donc, gestion, exploitation et suivi. Elle va piloter les circuits. Elle va optimiser les temps de fonctionnement. Et elle va piloter les différentes zones de chauffage. Donc, on voit bien qu'en fait, la GTB, sur ça, en fait, elle va agir localement et globalement sur les différentes zones et sur les températures et sur les circuits. Et surtout, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va remonter de l'information, puisque c'est une nécessité de communiquer et de présenter. Dans un système, par exemple, de climatisation, vous allez avoir la régulation de la climatisation avec l'installation de sondes de température intérieure. Vous allez avoir une gestion de la production du froid. Vous allez avoir une régulation des circuits de la CTA, par exemple. Régulation des circuits ventiloconducteurs. Régulation individuelle des locaux du bâtiment, etc., etc. Vous pouvez aussi avoir des alertes, donc une surveillance des équipements, de l'alerte au niveau pour le superviseur. Lorsqu'il y a un défaut de fonctionnement, en fait, la GTB peut très bien envoyer des informations par mail, par SMS à un gestionnaire. Alors, je ne vais pas vous noyer dans les détails de tout ce qu'elle peut faire parce que ce serait très très long, mais voilà, je voulais quand même vous expliquer un petit peu sur quoi elle pouvait agir, et ça, c'est sur la globalité, donc sur tous les systèmes qu'on a présentés, qui sont juste en bas au niveau du terrain. Au sens du décret, on va passer sur la prochaine slide. Alors oui, j'ai une autre question. Alors, nous parlons de BAX dans un bâtiment, mais devons-nous compter les puissances par bâtiment ou par un ensemble de plusieurs bâtiments sur un même site? Ça dépendra si les chaudières sont collectives ou non. Et donc, si les chaudières sont collectives, on compte l'ensemble. Si elles ne sont pas collectives, on comptera par bâtiment, par individualité.
Et question transverse, un BAX par bâtiment ou pour le site? Alors en plus, donc du coup un BAX pourra très bien être installé et pourra être géré. On va pouvoir installer donc une GTB sur chaque bâtiment et les gérer ensemble. Très bien. Et une CTA réalise sa propre régulation. Comment le contrôle des équipements est-il traité? En centralisé ou en décentralisé au niveau de l'équipement? Donc ça, en fait, dans le décret, donc dans la prochaine slide, on va parler de l'interopérabilité des systèmes. Il va falloir que, à l'installation de la GTB, il va falloir que la GTB puisse agir sur la CTA. Parce qu'en fait, la GTA va avoir un rôle aussi de remontée d'informations au global sur tous les lots. Donc, il va falloir que dans tous les cas, que la CTA puisse communiquer et se faire comprendre par la GTB et vice-versa. Très bien. Et tu as parlé de zones fonctionnelles et de leur importance. Est-ce que tu pourrais en dire plus par rapport à ce terme-là? Alors, les zones fonctionnelles, en fait, où on va parler de zones fonctionnelles, c'est surtout entre, par exemple, une zone de stockage, une zone de bureau, une zone de passage, etc., etc. Vous allez avoir des données qui seront différentes, des consignes qui seront différentes. Donc, il va falloir le renseigner sur la GTB pour avoir une gestion optimum. C'est-à-dire que vous n'allez pas demander, dans une salle qui est très peu utilisée les mêmes consignes que dans une zone où vous allez avoir une forte fréquentation. Très bien. Alors, sur cette slide, en fait, c'est les 5, c'est les grands topics, on va dire, du décret BAX. Donc, les 5 fonctions qui sont obligatoires pour la GTB, en tout cas ce qu'elle doit remplir. Donc, on voit qu'en 1, elle doit suivre, enregistrer, analyser en continu, par zone de production, comme on vient de l'expliquer, par zone de production et la consommation des systèmes techniques du bâtiment. Donc, elle va permettre d'ajuster et d'optimiser en continu le fonctionnement des systèmes grâce à des règles préétablies. Donc, s'il y a une évolution des températures intérieures ou extérieures, elle va agir dessus. S'il y a des équipements indisponibles, elle doit agir dessus. Sur la détection de présence. Donc, du coup, toutes ces données-là, comme c'est indiqué, suivre et enregistrer, en gros, elle doit restituer de l'information. Et ces informations-là doivent être conservées par le propriétaire pendant 5 ans. En 2, on doit situer l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence. Donc, ce qu'on entend par valeur de référence, ça va être des données d'études énergétiques. Donc, ça peut être un audit énergétique, ça peut être un DPE, une étude thermique, peu importe. En gros, ce qu'il faut, c'est que dès lors que vous allez la formater ou l'informer ou l'installer, vous allez devoir avoir des références. Et ces références-là, il va falloir les intégrer dedans pour que vous puissiez situer la performance énergétique de votre bâtiment. Valeur de référence aussi, c'est les caractéristiques des systèmes, donc les fiches techniques, les rendements des systèmes. On va le voir après, mais ça a son importance. C'est-à-dire que si, par exemple, on va le voir dans la fonction numéro 3, donc détecter les pertes d'efficacité des systèmes techniques et informer, ça, en fait, si vous voulez, ça rentre dans l'information des dérives des consommations et ça alerte en cas de panne aussi. Donc, si vous rentrez un certain rendement de votre système et que les consommations sont complètement aberrantes, il va falloir que la GTB informe de tout ça. C'est plus la gestion est pointue, plus en fait vous allez avoir de remontée d'informations et plus vous allez pouvoir agir dessus. En 4, donc comme on en a parlé tout à l'heure, c'est l'interopérabilité avec les systèmes techniques des bâtiments. Donc, il va falloir, comme je le disais tout à l'heure, c'est que tout système qui est installé dans un bâtiment doit pouvoir obligatoirement communiquer avec la GTB. Donc, c'est savoir comprendre, savoir communiquer. Ça, c'est une obligation. En 5, on va avoir donc permettre un arrêt manuel et la gestion autonome des systèmes techniques du bâtiment liés à la GTB. Donc, en fait, la GTB doit avoir... elle doit assurer en gros une gestion autonome, donc elle doit être autonome dans la gestion, mais en cas de besoin,
de dépannage ou de remplacement, on doit pouvoir éteindre la GTB ou changer un système sans que ça chamboule la totalité. Si demain, votre GTB elle tombe en panne, eh ben, en fait, vos systèmes devront continuer à fonctionner avec les consignes qui leur sont données déjà de base. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, par exemple, si vous avez un système de chauffage classique et que vous demandez à avoir 19 degrés dans une pièce, température réglementaire, vous devrez avoir 19 degrés dans votre pièce. Donc, il va falloir que le système de chauffage puisse marcher sans la GTB et vice-versa. Toutes ces informations-là, tous ces chapitres-là font référence au code de la construction et de l'habitation. Donc, c'est le chapitre que je vous mets, qui est mis juste en bas de la slide, donc la 175-3, qui fait référence à tout ça. On va continuer sur la prochaine slide. Alors, j'ai juste une question. Un VRV multizone relié à des dispositifs de mesure peut-il être considéré comme un BAX? Non, parce que là, en fait, on va gérer qu'un seul. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous avez une obligation au niveau du décret de toute façon faire de la remontée d'informations sur tous les systèmes. Donc, c'est-à-dire que vous devez chauffage, climatisation, ventilation, ECS, éclairage, production et auxiliaire. Donc, tout ça doit être connecté. Donc, la VRV, effectivement, de toute façon, ce n'est pas un souci et c'est très bien si elle est gérée au global. Mais par contre, il va falloir quand même aller un petit peu plus loin. Très bien, je te remercie. Et une seconde question. Donc, on a vu que la GTB, elle agissait sur le chauffage, la ventilation, l'éclairage. Mais quelles sont les puissances à prendre pour comptabiliser la somme de puissance qui permet d'atteindre les 290 kW, 70 kW? Alors, c'est ce que j'expliquais dans la première slide. C'est que, en fait, vous devez regarder votre système de chauffage, de clim ou tout système ventilé qui fait du chauffage ou du froid. Et en fait, vous devez cumuler les puissances de chaque système de chauffage ou de clim. Et au cumul, vous allez devoir avoir, soit vous êtes en dessous, soit vous êtes au-dessus. Si vous êtes au-dessus, vous êtes soumis. Si vous êtes en dessous, vous n'êtes pas soumis. C'est une somme des puissances. Très bien, je te remercie. Et si tu as plusieurs locataires avec une CVC individualisée par lot avec des activités du domaine tertiaire, est-ce que les parties communes n'ayant pas des consommations énergie électrique, le propriétaire bailleur est-il soumis au décret PAX? C'est une très bonne question. Très bien. Alors là, honnêtement, je préfère pas répondre n'importe quoi. Ce serait plus à étudier, plus en détail. Je dirais que de toute façon, tout doit être connecté. Donc, vous avez plusieurs locataires avec un CVC individualisé. OK. Avec des activités du domaine tertiaire, les parties communes, pas de consommation. Alors, tout propriétaire, effectivement, doit gérer effectivement ça. Je dirais que oui, on sera soumis. De toute façon, la règle est simple. Si les systèmes dans un bâtiment ont plus de 290 kW installés, dans tous les cas, peu importe la configuration, j'ai envie de dire, le propriétaire doit installer un BAX, d'après moi. Merci. Je reviens sur donc la prochaine slide. Donc les classes de BAX. Donc les classes de BAX, elles sont établies donc dans la norme NFEN 52120 qui détermine 4 classes de GTB. Donc la classe D, de la classe D à la classe A étant la classe la plus performante et la plus complexe. Et ensuite, on a des fonctions plus simples, plus basiques en D. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, ce que je pense être intéressant, c'est que les BAX qui sont catégorisés dans la classe C sont réputés répondre à l'ensemble des exigences réglementaires. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'installation de BAX à l'heure actuelle est valorisée auprès des C2E pour l'installation d'une A ou d'une B. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte, c'est-à-dire que si vous avez une C ou une D, si vous voulez installer une C ou une D, vous ne serez pas subventionné par ou aidé par les C2E. Je vais juste, en fait, si vous voulez, ce sera juste la complexité qui va
différencier les différentes classes. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous partez sur une classe A, une GTB classe A, vous allez avoir quelque chose qui sera extrêmement efficient et efficace au niveau énergétique, mais par contre, ça aura une complexité aussi qui va avec. Donc là, il va falloir avoir un gestionnaire derrière qui soit très compétent pour pouvoir la gérer correctement. Si vous passez sur une classe B, donc qui aura des fonctions avancées et qui va faire une très bonne gestion, elle sera possiblement plus gérable localement par un gestionnaire dit classique comparé à une classe A. Donc, ce qu'il va bien falloir déterminer, c'est qu'est-ce que vous voulez comme complexité, qu'est-ce que vous voulez raccorder dessus et quelle remontée d'informations vous voulez avoir. Donc, ce qu'il faut bien faire avant de se lancer dans un chantier de GTB, c'est déterminer ses besoins. Et qu'est-ce qu'on veut comme information et jusqu'où on veut aller et jusqu'où on est capable d'aller. Donc ça, c'est des questions qui sont très importantes à se poser, donc soit avec l'installateur ou soit en amont pour savoir un petit peu jusqu'où vous voulez aller. Je vais passer sur les cellules. Okay. J'ai juste une question. Quel ordre de grandeur coût pour chaque classe? Pour chaque classe, alors ordre de grandeur, de toute façon, l'ordre de grandeur va varier suivant la superficie du bâtiment. Donc, c'est une question qui est compliquée à répondre. Donc, tout dépendra effectivement de la classe que vous voulez installer et de la superficie de votre bâtiment. Donc ça, là-dessus, et puis suivant aussi les systèmes que vous aurez déjà, qui seront installés dans votre bâtiment. Si vous partez de très loin, effectivement, il va falloir mettre beaucoup de choses, alors que si vous avez un bâtiment plus ou moins récent, ce sera peut-être plus facile de faire communiquer les systèmes entre eux, par exemple. Donc, c'est une question qui est très large. Je suis désolé de ne pas y répondre vraiment précisément. Je voulais aussi m'attarder sur qui était concerné et surtout qui ne l'était pas. Donc, on a bien dit que pour tous les bâtiments neufs, à partir de 70 kW, il va falloir installer une GTB. Et pour les bâtiments existants, il va falloir, donc, pour l'échéance 2025, 290 kW pour l'échéance 2025 et 70 kW pour l'échéance 2027. Ceux qui sont exemptés d'installation, donc en fait, ils vont devoir justifier de cette non-obligation, de s'affranchir de cette obligation, avec cette formule-là. Donc, si le temps de retour sur investissement est supérieur à 10 ans, donc on était à 6 précédemment, maintenant on est passé à 10, le propriétaire, donc dès lors qu'on a dépassé les 10, le propriétaire sera affranchi de cette obligation. Mais par contre, il va devoir justifier de cet affranchissement. Donc, il va devoir, en gros, faire une étude et prouver que, en faisant ce calcul-là, le temps de retour sur investissement sera supérieur à 10 ans. Donc, ce que je tiens à préciser quand même dessus, c'est que le S, donc le surcoût induit par l'installation ou le changement du système exprimé en euros, dedans est compris, bien sûr, les aides éventuelles que vous pourriez avoir à l'installation. Elles doivent être comprises dedans. Le G énergie représente le gain énergétique induit par l'installation ou le changement de système, qui est donc en kilowattheure énergie finale. Et le C énergie, donc le coût du kilowattheure énergie en euros par kilowattheure pour chaque énergie utilisée. Donc ça, il va bien falloir, je le répète un petit peu, mais il faut quand même qu'il y ait une étude qui soit réalisée et qui justifie justement de cet affranchissement. Donc ce calcul doit être montré, ainsi que le détail de chaque chose qui va être installée et les potentielles économies d'énergie et les potentielles aides associées. Alors j'ai une question qui revient souvent. Qui est concerné exactement? Le secteur tertiaire, industriel, secteur public? Alors, donc, secteur public, oui, secteur tertiaire, oui. En gros, tout le monde, donc tout propriétaire, tout maître d'œuvre qui lance un chantier, avec, par exemple, là sur du neuf, qui serait au-delà de 70 kW, sera concerné. Tout le monde est concerné. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, effectivement, c'est une extension. Le décret PAC, c'est une extension
du décret tertiaire, mais dans sa définition, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, tout le monde est concerné. Du moment qu'en fait, vous avez une puissance chauffage ou climatisation qui dépasse les 290 kW, finalement, en fait, vous êtes assujetti à ce décret. On va passer à la prochaine slide. On va parler des aides financières. Donc, au niveau des aides financières, donc comme je l'expliquais précédemment, les certificats d'économie d'énergie aident à l'installation de gestion technique de bâtiments de classe A ou B, ou l'amélioration de systèmes existants de type C ou D vers un minima un B. Pour l'installation, cette prime C2E est valorisée x2. Et pour la prime C2E, pour une amélioration, elle est multipliée par 1,5. Là, par exemple, pour un bâtiment de 5000 m², l'aide, elle peut représenter jusqu'à 46 000 € pour l'acquisition d'une GTB. Alors, effectivement, en face, je ne vous mets pas le prix d'installation, puisque de toute façon, c'est une donnée globale et je ne vais pas vous donner la classe installée ni même, donc de toute façon, ce sera A ou B. Vous n'avez pas le prix global de l'installation, mais vous avez juste le prix de l'aide. Sachant que de toute façon, encore une fois, cette aide-là fera partie du calcul de temps de retour sur investissement. On va continuer. On va passer à la prochaine slide. Alors, il y a une dernière chose aussi, sur laquelle je voulais revenir. Donc, vous avez un devoir d'inspection pour le bon fonctionnement de la GTB. L'inspection est obligatoire 2 à 5 ans suite à l'installation de la GTB. Donc, s'il s'agit de la première installation du système, il y a un examen de l'analyse fonctionnelle du système, donc une vérification globale. Vous avez une vérification du bon fonctionnement du système, une évaluation du respect des exigences mentionnées à l'article R175-3, donc qui fera référence à tous les systèmes de chauffage, etc. Donc bien spécifié par rapport aux systèmes qui sont associés. Vous aurez la fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon fonctionnement du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, et l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables. Une fois que cette inspection a été faite, il y a un délai d'1 mois pour que la personne qui a effectué l'inspection fournisse ce rapport. Ce rapport devra être conservé pendant 10 ans par le propriétaire. C'est un arrêté du ministre, d'ailleurs, qui est chargé de l'énergie et de la construction, qui fixe la fréquence des inspections. Les spécifications techniques et les modalités de l'inspection sont signalées dans l'arrêté. Alors, j'ai une question. Tout l'investissement de l'installation est pris en charge au propriétaire ou bien est-ce qu'il y a une répartition propriétaire-locataire? Ça appartient au propriétaire. La BACS installée appartiendra au propriétaire, tout comme les données récoltées par la GTB pendant 5 ans appartiennent toujours, enfin conservées pendant 5 ans, mais toutes ces données-là appartiennent au propriétaire. Super. Je vais juste faire, pour conclure, un petit résumé. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, le décret 2023 renforce les obligations du décret initial. Les bâtiments tertiaires devront se mettre en conformité entre le 8 avril 2024 et le 1er janvier 2027, selon les cas. Le BACS permet, dans sa globalité, donc, de suivre, d'enregistrer, analyser la production et la consommation des systèmes et détecte les dérives. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les primes C2E sont valorisées pour une installation de classe A ou B x2 et 1,5 pour l'amélioration. Je précise, parce que je ne l'ai pas fait, que cette valorisation est valable jusqu'à la fin de l'année pour le moment. Et une exonération est possible si le temps de retour sur investissement est supérieur à 10 ans. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du décret. J'espère avoir été clair et concis. Alors,
Du coup, on a eu pas mal de questions. On va essayer de répondre à un maximum. J'en ai une qui est intéressante, c'est sur l'inspection. Qui fait l'inspection, le bureau de contrôle ou une personne d'État? Alors, pour le moment, je n'ai pas cette information, tout comme les conséquences de la non-installation, c'est pareil, je n'ai pas l'information. Je pense que de toute façon, ce sera un bureau de contrôle classique, tout comme tout bureau de contrôle qui fait tous ces contrôles-là. Donc, pour le moment, je ne sais pas exactement quel organisme le fera, mais c'est normalement signalé dans un décret. Très bien. Et les primes C2E sont bonifiées jusqu'à la fin de l'année. Le fait de signer un devis en 2023 permettrait d'en bénéficier pour des travaux en 2024-2025? Si le devis est signé d'ici la fin de l'année, oui. Ok. Très bien. Alors, j'ai une question sur le calcul du TRI. Passe-t-il nécessairement par l'élaboration d'un devis GTBIST? Alors non, il ne peut pas être estimé, c'est une vraie étude qui doit être faite. Je vois la base de la question. Non, en fait, c'est une vraie étude qui doit être faite. Donc, elle doit répondre vraiment à tout ce que je vous ai énoncé. D'ailleurs, le calcul est légèrement plus long que ça. Donc, c'est pour ça que ça doit être fait par une vraie étude doit être faite. Parce qu'il va vraiment falloir justifier de chaque chose. Donc, ça veut dire qu'entre les équipements qui sont installés par l'installateur de GTB, plus les économies qui y sont associées, plus le prix et les C2E associés, tout ça rentre dans le calcul. Donc, il est préférable de le faire par un GTBIST que par n'importe qui. Et est-ce qu'on a connaissance des pénalités en cas de non-conformité au décret? Non, pour l'instant, on n'a aucune information sur les sanctions éventuelles du non-respect du décret. Très bien. Alors, il faut retenir que tout système de chauffage supérieur à 200 kWh est soumis, tout usage confondu. Par exemple, une chaudière en industrie n'est pas soumise. En industrie, par exemple, une chaudière en industrie n'est pas soumise. C'est possible, ça, j'ai pas la notion de savoir si l'industrie, Non, là-dessus, je ne saurais pas. Très bien. Alors, est-ce qu'on a eu d'autres questions? Sur la mise en place des GTB. Qui est-ce qui met en place des GTB? Ah oui. Les personnes qui sont professionnelles de la GTB. Là, parce qu'effectivement, il y a énormément d'électricité, mais il y a aussi beaucoup de la gestion. Du coup, ça peut être. Ça demande des connaissances en plomberie, ça demande des connaissances en électricité, ça demande des connaissances en CVC, en plein de choses. Donc, souvent, en fait, ça va être un métier bien spécifique. Et comment est déterminée, du coup, la classe d'une GTB installée? Est-ce qu'il y a une grille de critères? Tout à fait. Il y a une grille de critères qui est résumée donc, dans la norme ISO que j'ai citée juste avant. Donc tout ça, en fait, la personne qui installe la GTB est en capacité de savoir si c'est une GTB de classe A ou de classe B, suivant les appareils qui vont être installés dessus. Très bien. Alors, une personne qui demande si on peut revenir sur l'exonération, qui va justifier du coup l'exonération. Il va falloir que donc une étude devra être réalisée. Et cette étude-là, soit elle est faite par, effectivement, comme le disait la personne précédemment, le GTBIST, ou en tout cas un bureau d'études qui va pouvoir justifier de ça. Très bien. Et seules les puissances utiles relatives au confort des collaborateurs sont-elles à prendre en compte, ou bien aussi les installations CVC nécessaires à l'activité d'un site? Le CVC est compris dedans du moment que en fait, le chauffage est ventilé. Si vous avez un CVC, chauffage-ventilation, c'est compris dedans. Donc en fait, vous devrez prendre la globalité des puissances utiles nominales, que ce soit chauffage, ventilation, climatisation. Très bien. Et j'ai entendu que si un bac s'est installé, les vérifications périodiques réglementaires
ne sont plus imposées. Est-ce vrai? Non, c'est inscrit dans le décret. Vous avez en gros, dans certains cas, c'est 2 ans, dans d'autres cas, c'est 5 ans. Le contrôle ne pourra jamais excéder 5 ans. Et de toute façon, c'est minimum 2 ans. Tous les 2 ans. Très bien. Alors, une question sur le calcul des gains potentiels de la GTB pour calculer le TRI. Comment est-ce qu'on calcule ces gains? Comment calculer les gains potentiels dus à la GTB? En fait, vous allez devoir passer par une étude. Et cette étude-là va juste confronter en fait l'état initial du bâtiment et ses consommations face à une gestion beaucoup plus poussée et donc du coup des économies d'énergie, puisque en fait c'est l'audit un petit peu. Vous allez juste confronter des consommations actuelles avec des consommations prédites par du calcul d'audit. Une autre question. Des capteurs de relevé des consommations installés sur tous les compteurs d'un immeuble avec un suivi en temps réel des alertes envoyées au gestionnaire et une comparaison avec des objectifs de consommation peuvent-ils être considérés comme un BACS? Surtout les compteurs d'un immeuble. Donc, alors, c'est pas forcément considéré. Donc, vous avez des capteurs de relevé des consommations installés sur tous les compteurs et un suivi en temps réel. Donc, en fait, c'est des capteurs de relevé d'informations. Ce n'est que de la relevé d'informations. Il y a aucun ça n'agit pas. Ça relève de l'information et de la consommation. Il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'il faut, c'est que ça agisse derrière et que ça puisse optimiser. Donc, non, d'après moi, comme ça, ce n'est pas un BACS. Très bien, je te remercie. J'ai une question à propos d'une rumeur sur les C2E en logistique, une rumeur sur la suppression de ces C2E avant le 31/12. Est-ce qu'on a des infos à ce sujet-là? Alors, ce n'est pas forcément une suppression, ça va être un recalcul. On en saura plus prochainement, je pense, mais effectivement, c'est une rumeur que j'ai aussi entendue. Très bien. Donc, on va répondre encore à une dernière question. Les CTA optimisent déjà les consommations en fonction de leur propre capteur de présence température. Comment calculer le bénéfice de GTB quand cela est déjà optimisé? Parce que ça va être là, en fait, on va parler juste de la centrale de traitement d'air. Donc, effectivement, ça va être une chose, mais après, il y a tout le reste à prendre en compte. Et la GTB, elle, c'est comme si, en fait, vous mettiez un cerveau sur la globalité du bâtiment. La CTA, elle, ce qu'elle va traiter, c'est l'air, donc chauffage, ventilation, etc. Donc, effectivement, c'est une très bonne chose, la CTA. Mais par contre, derrière, ce que vous allez gérer avec une GTB, c'est tout le reste. Donc, eau chaude sanitaire, éclairage, auxiliaire, accès, SSI, enfin voilà, vous avez tout le reste derrière qui peut être géré. Très bien. Du coup, on a eu de nombreuses questions. On a essayé de répondre à un maximum. Si on n'a pas répondu à votre question, n'hésitez pas à contacter nos experts. Vous recevrez un email avec les invitations du prochain webinaire si cela vous intéresse. Et donc, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire sur le décryptage du décret BACS. Je vous remercie. Au revoir.